Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Tout de suite, les titres de votre journal. Au Cameroun, parlementaires et réfugiés disent non au plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions anglophones. Au Niger, le procès de 3 responsables de la société civile. Ils sont accusés d'avoir violé une interdiction de manifester. Le 26e sommet de l'OTAN sous tension entre invectives américaines et réalité géopolitique complexe. Bienvenue à toutes et à tous. Au Cameroun, le plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des personnes déplacées et réfugiées au Nigeria contesté. L'opposition, comme les bénéficiaires, rejette cette initiative du président camerounais. Et notre correspondant Emmanuel Jules-Tap à Yaoundé nous explique pourquoi. Le moment n'est pas indiqué pour parler d'un plan d'assistance humanitaire d'urgence en zone anglophone. Cette position du Social Democratic Front, principal parti de l'opposition au Cameroun, est mentionnée dans un communiqué de presse signé par ses sénateurs. À cela s'ajoute le rejet par les réfugiés camerounais des zones anglophones au Nigeria de toute aide et visite provenant de leur gouvernement. Une nouvelle qui ne surprend guère ceux responsables d'une fondation humanitaire qui assiste ces réfugiés au Nigeria. Je pense qu'ils vont préférer rester là-bas pendant très longtemps jusqu'à ce que la crise prenne fin. Ceux qui ont essayé de rentrer chez eux ont vu soit les maisons brûlées, soit ont perdu leurs membres, raison pour laquelle ils se sentent plus en sécurité là-bas. Malgré les sons discordants, le gouvernement semble déterminé à restaurer son autorité dans les zones anglophones. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence concerne plusieurs domaines, au nombre desquels le logement, l'agriculture, l'élevage, l'alimentation, l'éducation, la santé, l'état civil et d'une manière générale, les documents administratifs. À l'issue des levées de fonds, près d'1,5 milliard de francs CFA a été récolté pour financer le plan d'assistance d'urgence humanitaire en zone anglophone. Emmanuel Jules-Tap pour VOA Afrique, Yaoundé. Violence aussi au Nigeria où, selon l'Agence nationale de gestion des urgences, plusieurs villages entre les États de Sokoto et de Zamfara dans le nord du pays ont été attaqués par des hommes à moto qui ont tiré sur des habitants, brûlé des maisons et volé des vaches. 26 personnes ont été tuées. Au Niger, c'est le procès qui défraie la chronique. 3 responsables de la société civile font partie d'un groupe accusé d'avoir violé une interdiction de manifester. Les faits incriminés remontent au mois de mars, quand divers acteurs de la scène politique et sociale ont battu le pavé pour dénoncer la nouvelle loi de finances. Le procès, qui a pris fin peu avant minuit hier à Niamey, s'est terminé sur un appel du procureur à des peines allant de 1 à 3 ans de prison pour les prévenus. Des détails avec notre correspondant sur place, Abdul Razak Idrissa. C'est sous une haute surveillance policière que s'est déroulé le procès au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Pour l'occasion, les citoyens se sont mobilisés massivement malgré une forte chaleur afin d'aller soutenir la vingtaine de prévenus dont les principaux sont Ali Idrissa, Moussa Tiangari et Nuhu Arzika. Les débats ont duré toute la journée et une bonne partie de la nuit de ce mardi 10 juillet 2018. À la fin, le procureur de la République a requis 3 ans d'emprisonnement ferme pour les 3 leaders de la société civile considérés comme les cerveaux de la manifestation, 1 an pour une dizaine d'autres et la relaxe pour 2 prévenus. Dans ce procès, il y a un objectif politique assigné au pouvoir judiciaire. C'est au pouvoir judiciaire de porter haut la fierté d'être magistrat. Nous avons donné tous les éléments de droit dans ce dossier. Maintenant, il appartient aux juges de décider, non pas seulement de la relaxe, mais de décider aussi de ce que sera l'avenir des libertés fondamentales dans notre pays. La décision du juge est attendue pour le mardi 24 juillet prochain. En rappel,
C'est le 25 mars, après des heures entre les forces de l'ordre et des manifestants qui voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une protestation contre la loi des finances 2018, qu'ils ont été arrêtés et inculpés une semaine après pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés. Abdullah Razak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey. Et bien entendu, Le Monde aujourd'hui suivra ce procès et vous en fera le rapport. En Guinée équatoriale, le soulagement aura été de courte durée. Le 4 juillet, le président Teodoro Obiang Nguema décrétait, à la surprise générale, une amnistie totale pour les prisonniers politiques. Ils sont toujours incarcérés, selon le chef de l'opposition à Malabo. Gabriel C. Obiang, à la tête du parti Citoyens pour l'innovation, demande des explications au gouvernement, affirmant que les prisonniers de son parti sont toujours interdits de visite. En Libye, les installations de la Compagnie nationale de pétrole ne sont plus sous le contrôle de l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. L'homme fort de l'Est a levé l'état de force majeure qu'il avait instauré il y a 2 semaines, une décision qui avait interrompu la production de l'or noir. Alors que gouvernement et rebelles du Soudan du Sud viennent d'accepter de partager le pouvoir avec des réserves côté rebelles, les États-Unis ont proposé au Conseil de sécurité de l'ONU d'établir un embargo sur les armes jusqu'au 31 mai 2019. Le Conseil, divisé sur le sujet, se prononcera en fin de semaine. Voilà pour l'actualité du continent. À Bruxelles, Donald Trump a donné le ton d'un sommet de l'OTAN sous tension. Le président américain s'en est pris avec une virulence inédite à l'Allemagne, qu'il a accusé de ne pas tenir ses engagements et d'enrichir la Russie. Le président américain critique également ses alliés qui, selon lui, seraient sous l'emprise russe. Des précisions avec Irénée Hermanumbo. Donald Trump règle ses comptes avec ses alliés sans aucune diplomatie. Déjà avant même le début du sommet, le locataire de la Maison-Blanche a ouvert les hostilités, accusant l'Allemagne d'être complètement contrôlée par la Russie. Nous te protégeons contre la Russie. Pourquoi paye-tu des milliards de dollars à la Russie pour ses approvisionnements en énergie? Trump juge inadmissible l'attitude de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie. Ce n'est pas juste, insiste-t-il devant le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a tenté en vain de l'apaiser. Sans le citer, la chancelière allemande a rétorqué en soulignant que son pays mène ses propres politiques et prend ses décisions de façon indépendante. Je suis très heureuse que nous soyons aujourd'hui unis dans la liberté en tant que République fédérale d'Allemagne. De ce fait, nous pouvons établir nos propres politiques et prendre nos décisions en toute indépendance. Trump s'en est aussi pris aux membres de l'OTAN qui ne payent pas ce qu'ils devraient pour leurs dépenses militaires. Jens Stoltenberg a cependant rassuré le président américain sur la détermination des alliés de renforcer la résilience de l'organisation, la lutte antiterroriste et le partage plus équitable du fardeau financier. Nous sommes conscients que nous devons investir davantage. Et la bonne nouvelle est que les Alliés ont commencé à augmenter leur budget de défense. Le sommet a débuté officiellement par une première réunion à 29 consacrée à l'augmentation des dépenses militaires. Les Alliés souhaitent aussi avoir des éclaircissements sur les intentions du président américain avant son sommet avec son homologue russe lundi à Helsinki. Et pour approfondir la discussion sur ce sujet, accueillons via Skype Jenny Raflick, historienne et professeure à l'Université de Nantes. Bonsoir madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je précise que vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire des relations internationales et puis plus largement des questions de défense. Alors, le président Trump a-t-il tort quand il reproche aux membres de l'OTAN de ne pas investir suffisamment dans le budget militaire de l'Alliance? Après tout, 70% du budget militaire est payé par les Américains et puis les 28 autres pays se répartissent le reste. Oui, et se le répartissent inégalement. De fait, Donald Trump fait allusion à un engagement pris par les Européens, très clair. En 2014, ils se sont engagés à consacrer 2% de leur PIB aux dépenses de défense. Et aujourd'hui, très rares sont les pays européens à respecter cet engagement. L'Allemagne, qui a été particulièrement ciblée par Trump ces derniers jours, y consacre 1,2% seulement. La Belgique 0,9%, l'Italie aux environs d'1%. Vous êtes en train de nous dire qu'il a raison ? Voilà,
de fait, les Européens ne respectent pas les engagements qu'ils avaient pris, non pas face à l'administration Trump, mais face à l'administration Obama en 2014. Et le président Obama avait déjà réclamé des alliés qu'il fasse ce que le président Trump réclame, qu'il participe mieux et plus. Alors, est-ce que ça veut dire que, vu la manière dont l'exaspération est en train de monter du côté américain, est-ce que ça veut dire que les Européens vont devoir se passer de leur allié américain à plus ou moins court terme ? Alors, de fait, comme vous venez de le dire, le président Obama avait déjà demandé, avant lui le président Bush, et quasiment tous les présidents américains depuis Eisenhower ont systématiquement demandé aux Européens de dépenser plus pour la défense de l'Europe. Or, les Américains sont toujours dans l'OTAN, donc il y a fort à parier qu'on est là dans un jeu diplomatique, dans un jeu de négociation qui est plus du bluff ou du chantage ou tout simplement un élément de discussion qu'une menace réelle de quitter l'OTAN. Mais alors, quel est l'intérêt de ce jeu de bluff, ce jeu de poker finalement que vous nous décrivez ? Alors, chacun y a un intérêt. Le président Trump prépare la rencontre avec Vladimir Poutine à Helsinki le 16 juillet. Il lui faut arriver avec des cartes dans les mains pour la négociation avec les Russes. Les Allemands, eux, sont dans des négociations internes à l'Europe. Les Français sont dans des négociations avec les partenaires européens autour des ventes d'armes. Les industries d'armement françaises concurrencent les industries d'armement américaines. Les Polonais, eux, sont dans une surenchère pour essayer d'obtenir plus d'armes face à la Russie. Précisons que les Polonais achètent des armes américaines et non pas européennes aux grandes dames des Européens et des Français notamment. Des Français notamment, des Français et des Italiens qui sont ceux qui pourraient leur vendre des armements. Donc chacun finalement a son intérêt national, stratégique, géopolitique, diplomatique, économique qui entre dans la balance de ce sommet de l'OTAN. Donc vous évoquiez à l'instant la rencontre entre les présidents russes et américains, précisément. Les Européens semblent très inquiets de cette rencontre. Pourquoi ? Alors, les Européens sont très inquiets parce qu'ils sont très divisés et que cette rencontre met en avant leur division et en particulier les divisions entre deux groupes d'Européens, ceux qui sont en gros les anciens pays d'Europe centrale orientale qui s'inquiètent de la menace russe, qui la vivent au quotidien avec des populations et des opinions publiques très inquiètes de ce que peut représenter cette menace russe. Et puis les anciens pays d'Europe occidentale qui regardent plus vers les États-Unis mais qui surtout ont un contact et des intérêts plus tournés vers la Méditerranée et qui ont d'autres préoccupations sécuritaires, les terrorismes, les questions migratoires, et pour qui la menace russe est très secondaire. De prendre un nouvel essor. Indéniablement, on entre dans une nouvelle période des relations internationales qui n'a pas encore son nom, qui n'a pas encore été pensée véritablement, où on sent que les diplomaties du monde entier finalement se cherchent un petit peu, se jaugent et essayent de trouver un nouvel équilibre, un nouvel ordre mondial dans cette mondialisation en pleine évolution. N'ayez pas peur, nous dit Jenny Raflik, le monde est simplement traversé pour rejoindre les côtes européennes. Fin de citation. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a annoncé dimanche vouloir élargir l'interdiction des ports italiens aux navires des missions internationales en Méditerranée. Vous regardez Le Monde aujourd'hui. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Nous sommes en direct de Washington.
votre fidélité à VOA Afrique. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. Coupe du Monde 2018. Qui de l'Angleterre ou de la Croatie affrontera les Bleus de Didier Deschamps en finale ? Et loin du football spectacle, les réalités d'un ancien joueur ivoirien réfugié en Russie. Et puis en Algérie, de jeunes passionnés de technologie s'affrontent dans une compétition locale de robotique. Et comme chaque mercredi, nous accueillons Arzouma Compaoré pour la rubrique Afrique et de la mobilité durable. Cela leur a permis de gagner en visibilité ou d'ouvrir des portes de futures collaborations et de partenariats. Entre les conférences et les rencontres de haut niveau, 6 projets innovants ont été récompensés et c'est à la start-up ivoirienne Yaletit qui est revenu le premier prix de $8 000 US pour son biochar et son cuir synthétique à base de déchets agricoles, pelures de bananes, déchets de manioc, résidus de maïs, etc. Alors pour en savoir plus sur l'événement et sur les autres innovations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com ou sur le site web de l'événement en question, greenaib.com. Quel est le focus de la semaine aujourd'hui, Arzouma ? Eh bien, si vous n'avez jamais entendu parler de célébrités virtuelles, je vous invite à y prêter plus attention, notamment dans vos feeds et dans les réseaux sociaux, car elles y sont bel et bien présentes. Alors, une célébrité virtuelle, ce n'est rien d'autre qu'un avatar ou un personnage numérique créé à la base pour le divertissement. Aujourd'hui, ces avatars ont des millions de fans en ligne et génèrent un important chiffre d'affaires pour leurs créateurs qui n'hésitent pas à leur faire porter toutes sortes de casquettes. Top modèles, acteurs, journalistes, musiciens, cuisiniers, etc. L'atout principal de ces personnalités virtuelles, qui collaborent même avec des célébrités de Hollywood, c'est la possibilité de cumuler divers talents quasiment à la demande, avec en prime le pouvoir de contrôler le temps. Vous pouvez le fixer, l'avancer ou le reculer, créant ainsi des célébrités qui ne vieillissent pas. Alors, simple effet de mode ou précurseur d'une nouvelle ère numérique, en tout cas, de plus en plus de célébrités se lancent dans la création d'alter ego. Et qui sait, peut-être aura-t-on droit bientôt à un avatar d'Anastasie Tudjej dans un avenir proche. Et qui vivra verra. Et pour finir, folie d'invention. Les personnes âgées peuvent désormais avoir des robots compagnons. Celui-ci s'appelle Rudy et c'est un aide-soignant intelligent à domicile. Il a été créé par INF Robotics, une start-up de l'État de Virginie fondée par Anthony Nunez. Rudy offre un accès aux services d'urgence 24 heures sur 24, garde à la trace des articles égarés et rappelle les rendez-vous ou quand il est temps de prendre ses médicaments. Il permet à l'utilisateur de garder un engagement mental et physique en entretenant notamment des conversations. Alors, ce qui permet a permis à Anthony Nunez, qui a créé ces robots, de nous dire en quelques mots pourquoi il a créé Rudy. En grandissant, j'ai réalisé que comme nous, il y a des milliers de familles confrontées au même problème. C'est souvent plus grave lorsque nos seniors sont pris en charge à des coûts exorbitants. Nous voulions donc concevoir un robot facile à utiliser, conçu spécialement pour les personnes âgées, mais aussi abordable. Voilà. Vous conviendrez avec moi que quand il s'agit de prendre soin des personnes âgées, la question de l'interaction humaine est essentielle. Et il semble donc que maintenant, il va falloir compter avec les robots. Alors, je ne suis pas Rudy, mais je vous rappelle, Arzouma Compaoré, que nous vous attendons sur ce même plateau mercredi prochain. Avec joie. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. Il s'agit encore de technologie, mais cette fois-ci, nous allons au nord de l'Afrique. Alger, nouveau hub technologique, en tout cas, des passionnés de technologie se sont retrouvés face à face dans une compétition locale de robotique. Ces jeunes participants férus d'électronique espèrent un jour pouvoir se mesurer à des pairs à l'étranger, n'est-ce pas, Dilidico ? La compétition a réuni 20 équipes issues de 8 provinces algériennes au sein du club de jeunesse Baba Arsène. Notre but est de découvrir des talents et les aider à se développer dans le domaine de l'électronique, en particulier de la robotique. L'âge des participants allait de 12 à 35 ans. Ils avaient 2 minutes pour déplacer leur robot le long d'un parcours défini par les organisateurs.
Après avoir observé de près, le jury a annoncé les gagnants. Nous avons gagné la première place, Dieu merci. Nous sommes très heureux. Nous avons fait ce robot avec notre propre argent. Nous avons tout acheté avec une part de nos bourses d'études et nous espérons de nouvelles choses et d'acquérir de nouvelles expériences. De nouvelles expériences, mais aussi de nouvelles compétences qui pourront être très utiles dans ce pays qui cherche à se développer technologiquement. Et oui, Alger, pépinière de talent aussi. Avant d'accueillir Yacouba Ouedraogo pour le journal de la Coupe du Monde, on va parler football, mais pas spectacle. Les fans de football qui ont fait le voyage jusqu'en Russie ne tarissent pas d'éloges sur le pays hôte dont ils louent l'accueil et l'hospitalité. C'est une autre histoire que raconte ce footballeur ivoirien, réfugié dans le pays depuis 2011, que notre reporter Charles Main a rencontré. Et c'est un reportage dit par Lily Hertling. À l'occasion de la Coupe du Monde, les touristes donnent à leurs hôtes russes une bonne note pour la sécurité et l'hospitalité. Ouais, on n'a pas de problème pour l'instant. On se sent en sécurité en marchant dans les rues. Mais visiter la Russie est une chose, y rester en est une autre. Kadjoulé Traoré est arrivé en Russie il y a 6 ans, obligé de fuir la violence dans sa Côte d'Ivoire natale et d'abandonner sa carrière de footballeur. Moi, je suis musulman et j'ai joué au football. Le nouveau président qui devrait venir, lui, il est musulman aussi, mais l'ancien, lui, il était chrétien. Mais quand on entend un nom qui est musulman, tu as beaucoup de problèmes. Traoré et son épouse russe, Diana, ont un fils de 2 ans, mais il n'a toujours pas obtenu son statut de réfugié. Son dossier est soutenu par l'ONG Civic Assistance, qui défend les droits des réfugiés. La directrice du groupe, Svetlana Ganouchkina, dit que la demande de Traoré a une maigre chance d'aboutir parce que la politique gouvernementale ignore les devoirs de la Russie envers les personnes déplacées. Ce n'est pas seulement une histoire typique, c'est une histoire qui est valide pour presque tous ceux qui cherchent le statut de réfugié. À travers toute la Russie, pas plus de 585 personnes ont obtenu ce statut. Dans cette Coupe du Monde, l'équipe du pays hôte a fait l'histoire en accédant au quart de finale pour la première fois. Traoré a soutenu la sélection locale, rêvant de porter le maillot russe lors du prochain mondial et de marquer pour son pays d'adoption. Place au journal de la Coupe du Monde. Bonsoir Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Anna et bonsoir à tous. Alors des émotions avec le ballon encore? Oui. Les Anglais croyaient avoir fait le plus difficile en scorant dès la 5e minute. Grâce à Trippier sur coup franc, eh bien, les Croates sont revenus à la 68e grâce à un but d'Ivan Perisic et donc, conséquence, prolongation entre la Croatie et l'Angleterre. Dont on ne connaît pas encore l'issue. Oui. La prolongation, pour le moment, c'est la pause et donc ils vont reprendre dans très peu de temps. Et pour 2 fois 15 minutes, et donc les Français devront encore attendre 30 minutes après pour savoir qui ils vont rencontrer en finale. Et donc, en attendant, on va revenir sur l'après-match d'hier entre la France et la Belgique. Le résultat, il est connu 1-0 pour les Bleus grâce à une réalisation de Samuel Umtiti. Et comme il fallait ainsi attendre, il y a eu une explosion de joie à Paris où la nuit a été longue. Voyons ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. De toute ma vie, émotion de malade, on a joué comme des oufs, ça fait plaisir. C'est notre année cette année, on la voit. J'ai connu 98 et justement je suis heureuse parce que mes enfants peuvent connaître aussi la même ambiance et c'est super. On va gagner dimanche, ça c'est sûr. Elle y croit. Elle y croit. À Bruxelles, la capitale belge, eh bien, les supporters des Diables Rouges étaient partagés entre fierté pour leur équipe et déception de ne pas atteindre la finale. Suivons quelques réactions sur place. Ça joue bien le coup. Avec 2 tours en défense centrale qui ont... C'est très décevant. C'est très décevant. On espérait beaucoup et on a eu un match qui valait pas le tournoi, quoi. C'est pas ce qu'on a montré pendant toute la Coupe du Monde et c'est très dommage.
Mais tellement. C'est comme dit, voilà, ça réunit les émotions, ça unit les gens, enfin un sentiment de patriotisme que les Français ont trop souvent de manière négative, alors que nous, c'est enfin positif. Vive la Belgique. Vive la Belgique. Loin de là, au sud de Bruxelles, dans le Waterloo, eh bien, la frontière entre la France et la Belgique, certains supporters français et belges ont suivi le match au même endroit et comme sur un terrain de foot, le fair play était au rendez-vous. Merci. Ça c'est le fair play, félicitations pour la France. On est en finale. Bravo les Belges. Ainsi va le foot. Anna, je rappelle que la Croatie et l'Angleterre sont à un but partout et donc ils sont en prolongation. Et la France attendra l'issue bien sûr de ce match pour savoir qui elle va affronter en finale dimanche à 15h. Merci Yacouba Ouedraogo. Quant à vous, vous revenez demain. Je reviens demain. Quelle que soit l'issue du match. On vous retrouvera. La réalité, tout à fait autre chose à présent, la réalité avec une dose de sucre. C'est ainsi que le photographe Brian McCarthy décrit son tout nouveau projet. À Mossoul, en Irak, où des milliers de civils ont été victimes des combats contre le groupe État islamique, le photographe montre les horreurs de la guerre à travers les yeux des enfants en utilisant l'art-thérapie et des jouets pour les aider, ces enfants, à raconter leurs histoires. Le photographe veut de cette manière attirer l'attention d'un public qui autrement ne serait peut-être pas intéressé par le sujet. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, c'est John Lindon. Il est de retour que vous retrouverez. Et je suis sûre que vous le retrouverez. Il sera heureux de vous retrouver. Très belle soirée avec VOA Afrique.